Donc, nouvelle séance du séminaire Horizon des littératures hispaniques sur continuité et discontinuité. Aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle un bébé de la maison, où là, ça devient une espèce de pilier de Notre-Dame. D'ici quelques années, elle accédera au statut de gargouille, Notre-Dame. Mais jusque-là, on est Lina, Sylvie, Françoise et moi, c'est nous qui tenons ce rôle. Donc, c'est avec grand plaisir qu'aujourd'hui, je donne la parole à Alexia Grelot, qui a fait, je crois, toutes ses études depuis la maternelle à l'université Paris-Nanterre et qui actuellement est Prague, qui est revenue dans le berceau familial et qui avait fait sa thèse sur la poésie féminine mapuche. Et aujourd'hui, elle va nous parler bon, je t'avais dit, Alexia, je te laisse lire ton titre Impossible. Comme ça, tu vas le dire en plus avec l'accent et comme il faut. Je te cède la parole avec grand plaisir. Merci beaucoup. Je vais juste partager mon écran pour commencer. Donc, avant de débuter, je souhaiterais remercier Caroline qui m'a invitée aujourd'hui à participer au HLH dans le cadre du séminaire sur continuité et discontinuité. Donc, tout d'abord, je me suis interrogée sur les termes de continuité et de discontinuité, évidemment. Le premier indiquant plutôt un mouvement fluide, mais qui néanmoins peut connaître des variations imperceptibles. Il peut être aussi synonyme de tradition ou d'adhésion. Tandis que discontinuité désigne un mouvement caractérisé par un écart par rapport à une référence et qui se coupe, s'entrecoupe et s'interrompt. J'ai donc décidé aujourd'hui de traiter de la continuité et de la discontinuité identitaire dans le recueil de Pariasungun de 2014 de la poète mapuche Adriana Paredes Pinda, d'un point de vue formel, thématique, des concepts et des savoirs. Alors, ma communication d'aujourd'hui s'intitule Pensée Raki, identité Traful et langue kunifal dans le recueil Pariasungun de la poète machi Adriana Paredes Pinda. J'ai choisi ce titre obscur car il rendait compte, tout comme le titre de l'œuvre, d'une des formes de discontinuité formelle les plus présentes dans le recueil, à savoir le collage ethnolinguistique, c'est-à-dire cette stratégie interlinguistique intégrant dans une langue dite dominante des mots d'une langue native, ici le Mapudungun. Aujourd'hui, nous éluciderons ces concepts tirés des études littéraires et postcoloniales sur la poésie mapuche, et plus particulièrement sur la poésie pindiana, donc d'Adriana Paredes Pinda. Adriana Paredes Pinda est une poète mapuche chilienne, née en 1970 à Osorno. Comme son nom l'indique, ses origines sont dites métisses, son père chilien et sa mère mapuche. Nous préférerons au terme métis celui de champurria, qui est mapuche. C'est donc une expression mapuche qui désigne originairement une personne de sang impur, donc tachée de blanc. Cette expression, elle a fait l'objet de ce que Judith Butler nomme une reterritorialisation subversive, c'est-à-dire la réappropriation d'un terme offensant pour désigner une réalité identitaire. La biographie de la poète se caractérise par une forte transculturation de ses strates identitaires. La biographie, elle n'est pas née à la campagne tout d'abord, mais elle est née en ville. Le Mapudungun n'est pas sa langue maternelle, mais c'est bien l'espagnol sa langue maternelle, et sa généalogie possède des origines doubles. Donc elle se voit transculturée de maintes façons. Malgré cette forte transculturation à tous les degrés, Paredes Pinda a la particularité d'avoir été appelée pour être machi, c'est-à-dire pour être une autorité religieuse centrale et essentielle au sein d'une communauté mapuche. Là où le machi se voit généralement doté de vision, de pouvoir, de guérison, de prémonition, et a la capacité de communiquer avec les esprits de la nature et les ancêtres, généralement à travers le Mapudungun, qui est donc la langue mapuche. Ce pouvoir naît généralement dans une personne donc non acculturée au sein des communautés rurales. C'est pourquoi, dans un premier temps, ces dons, incompris par une famille rationnelle qui vivait en milieu urbain, lui ont valu quelques séjours en hôpital psychiatrique, jusqu'au moment où son destin s'est imposé à elle. D'ores et déjà, nous voyons se profiler des formes de continuité et de discontinuité entre l'identité transculturée de la poète et celle d'une identité mapuche traditionnelle,
reposant sur les critères identitaires énoncés par la loi ancestrale dite Asmapu. L'Asmapu, en tant que loi ancestrale qui définit l'identité mapuche, se base sur plusieurs critères, notamment le tubun, le territoire, la possession du territoire, la sungun, la langue, le kimun, le savoir ancestral, le feyentun, la religiosité, et le kupan, la lignée. C'est un résumé des quelques critères qui constituent l'identité mapuche. Dans cette mesure, nous nous demanderons comment ce conflit identitaire, caractérisé par son écart et son autreté, se traduit dans le recueil Pariasungun. Les creux identitaires se dissimulent-ils derrière un idéal identitaire homogène grâce au pouvoir de la littérature, ou bien ce conflit interne fait-il l'objet d'une remédiation visant à lisser les aspérités et à combler les failles identitaires dans le but de reformer une sorte de continuité? C'est ce que nous nous apprêtons à étudier à travers 3 axes. Le corps territoire Raki, où nous montrerons comment la poète se raccroche à une poétique et à une généalogie mapuche afin d'asseoir sa légitimité en tant que femme mapuche, malgré son statut de champuria, donc de métisse. La machi Kalku, qui traitera de son statut ambivalent de machi transculturé, déchiré entre la littérature écrite et la tradition orale, donc dans un sens contaminé par la culture chilienne et occidentale. Et enfin, la langue cunifal, c'est-à-dire une langue orpheline, celle qui a rejeté le castillan, hérité du père, et qui souffre de la rupture avec la langue maternelle, le mapuzungun. La poésie d'Adriana Paredes Pinda, loin d'appartenir à ce que Damsi Figueroa nomme la poétique du retour, qui exalte généralement les strates identitaires d'une identité mapuche traditionnelle basée sur l'asmapu et qui tend vers une sorte d'essentialisme stratégique, la poésie d'Adriana Paredes Pinda appartient plutôt à la deuxième catégorie de poésie mapuche, celle de la poétique diasporique. Tandis que les auteurs de la poétique du retour construyen un sujeto lírico estable que se asume mapuche y no duda nunca de esta identidad heredada culturalmente, por lo tanto sus poemas se estructuran también a partir de elementos que representan la identificación autor-voz poética en su identidad asumida de manera no conflictiva. Par contre, ceux de la poétique diasporique s'inscrivent dans un univers double, instable, moderne, pluriculturel, où les auteurs partagent des expériences communes à la diaspora mapuche, c'est-à-dire déplacements forcés, exil, migration, conflits identitaires et la quête désespérée d'une légitimité auprès de l'autre, incarnée à la fois par l'individu mapuche ou l'individu non mapuche. Les auteurs s'expriment depuis les lieux de la perte. Les auteurs de la poétique diasporique s'expriment depuis les lieux de la perte du territoire, de la culture, du savoir et de la langue ancestrale. De cette façon, les poètes diasporiques remettent généralement en question un certain ethnocentrisme présent dans la poétique du retour. Ils construisent leur identité culturelle à partir des marges, des frontières et des absences, et d'après Sergio Mancilla, des zonas deficitarias, de modelos débiles et incluso de antimodelos. Paredes Pinda se débat donc entre la tradition, inextricable de son statut religieux de machi, et son ancienne condition de huariache, de mapuche urbaine. Contrairement à d'autres poètes mapuche, la ville n'apparaît que très rarement dans la poétique de Paredes Pinda. Néanmoins, elle fait une place de choix au tubun, au territoire, au lieu d'origine. Appuyons-nous donc sur un extrait du poème Pariasungun 33. Je précise que j'ai moi-même donné le titre au poème parce qu'il n'en dispose pas. La lengua es el árbol, socava esta lengua, soy cultrun, yo me unto por el dentro de los mundos, voy hacia el pálpito del trueno que revienta su liviandad, su pétalo en orgasmo, celeste calfueno, cuse calfueno fucha, fui tocada por el relámpago, hacia la caída del hambre que me enjaula, vuelo, entonces me balanceo, ardo, los 4 vientos rugen por mi boca, invoco a ti, madre, abuela, bisabuela, toda una hebra tejiéndose en la urgencia del destino. L'abondance du champ lexical de la nature est évidente ici, mais cette dernière n'est pas traitée de façon concrète, mais uniquement de façon symbolique et fantasmée, puisqu'elle est introduite par la métaphore ici du vers 1, la lengua es el árbol, et par les nombreuses personnifications telles que el pálpito del trueno, fui tocada por el relámpago, los 4 vientos rugen por mi boca, una hebra tejiéndose, qui touchent ou pénètrent le corps de la voix poématique.
La frontière entre corps physique et corps spirituel s'évanouit et la voix poématique semble alors fusionner avec le territoire, notamment grâce à l'érotisme. La fusion de la voix poématique féminine avec la mapu, la terre, est un recours très répandu, visant non seulement à rendre compte de l'interconnexion présente entre humain et nature dans la cosmovision mapuche, mais également à entériner le lien indissociable entre terre, femme, spiritualité, tradition, fertilité et maternité. L'activiste Maya Kekshi Lorena Cabnal conceptualise cette pensée à travers l'expression corps, territoire, terre. Elle désigne l'étroite relation entre corps des femmes, territoire et terre, unis par une violence systémique exercée par un monde patriarcal et colonial. De plus, et c'est le cas de la poésie d'Adriana Paredes Pinda, le corps des femmes individuel et collectif représente un territoire physique et spirituel au travers duquel la terre en tant que divinité s'exprime. La poète Machi ne traite pas du territoire en tant que réalité tangible, mais bien comme un environnement symbolique et poétique par lequel ses émotions s'expriment et sa légitimité identitaire s'affirme auprès du lecteur. Puisque le territoire n'apparaît pas de façon concrète sous forme ni de milieu urbain ni de milieu rural de prime abord, nous pourrions considérer que la poète dissimule aux yeux du lecteur la perte du territoire afin de s'inscrire dans une forme de purisme identitaire ancré dans la ruralité. Or, selon moi, traiter du territoire uniquement de façon métaphorique peut aussi marquer une absence et une carence identitaire sous-jacente et implicite. Pour la poète Machi, lorsque le sujet mapuche prend conscience des nombreuses carences de son identité causées par le colonialisme du pouvoir, une nouvelle pensée émerge, el pensamiento raqui, qui reconoce su carencia y desde ahí se configura y encarna su sentido existencial en el mundo contemporáneo. Par conséquent, dépossédée d'un lieu d'origine auquel s'accrocher et enraciner son identité, la poète l'imagine au travers des mots. Finalmente, lo único que tengo, lo único que soy y el único tubu ni cupan posible para los seres como yo es la palabra. Soy la machipinda pichún y mi boca, la pichana del colibrí, es mi pluma destellante, mi única herencia y mi don. Ce nouveau corps territoire terre Wariache, désignant par là même le corps Raki, le corps qui est conscient de ses failles identitaires, trouve son lien spirituel à la Mapu grâce à la poésie. La poète entreprend donc, grâce à la poésie, une sorte de reterritorialisation, pour reprendre la terminologie de Deleuze et Guattari, et transforme le poème en son nouveau territoire, afin de rétablir la continuité avec la tradition. Si femme et terre s'unissent dans la poésie et la spiritualité, ce n'est pas uniquement de façon métaphorique. Paredes Pinda accorde une importance capitale à ces généalogies féminines, aux Kupan, et plus particulièrement donc à cette lignée féminine qui fait partie de l'histoire identitaire du sujet poétique autobiographique. En revanche, Paredes Pinda laisse de côté la partie chilienne paternelle de sa lignée. Soy una mapuche champuria, agua con harina, como dicen las papay, y hoy problematizo e enuncio desde esta condición existencial 20 años atrás pasé una etapa de negación profunda de mi ascendencia paterna huinca. Soy mapuche por parte de mi mamá solamente. Mi padre es Winca. Cuando digo Winca me refiero al sentido más profundo del concepto Winca, no solo por lo afuerino, que no es mapuche, sino por desgarra, viola y ha sido arrancado de su raíz. Ese hombre se fue al exilio como un héroe revolucionario, pero yo conocí a través la cara miserable y coila de algunos héroes. Melissa Stocco qualifie l'identité de Paredes Pinda, ainsi que celle de beaucoup d'autres poètes diasporiques, de chaful. Il s'agit d'un mot mapusungun signifiant à la confluence de deux fleuves. Consciemment, Paredes Pinda choisit d'emprunter un seul des deux fleuves qui se jettent dans l'embouchure que représente son identité de Champuria. En exploitant uniquement sa généalogie matrilinéale, la voix poématique se rend orpheline de père et fait le choix de s'amputer d'une partie de son identité. De cette façon, elle ne rend visible au lecteur qu'une partie de son kupan, la plus pure. Nombreux sont les poèmes où apparaissent les membres de sa famille matrilinéale. On a par exemple son arrière-grand-mère, Doralisa, sa grand-mère, Yolanda, son grand-père, Luis, sa mère, Marina, etc.
Nous allons commenter rapidement le rôle du coup que ces femmes jouent à travers le poème Pariasungun 35. Yolanda, mi abuela madre, que me acuno al oído cuando toda la orfandad de Fresia me cantó, voraz y maligna, Antuaz, rostro del sol, hablándonos, Asunción, mi bisabuela, la madre de la madre, Doralisa la hechicera, Filipa tatarabuela, Huenuleo manos candelas, boca de los florecimientos, 120 años no más, dicen que viviste para ver tu corazón arder, colostriciano, los guardias de la frontera, te vieron estallar, el secreto de pulpas rosadas no te vieron, o en el puelma de tu boca. Filipa, la raspadura magnánima del sueño, te rasparon la lengua y de ahí tu vuelo ácido. Calfuyanca olvidada y muda por 100 años, con mis dedos abrí tu boca y desgarré el trajado susurro de tus dientes. Chacune des femmes présentées dans le poème se voit accompagnée d'une sorte d'épithète visant à tisser un lien avec le sujet poétique. Soit un lien familial, comme on a Yolanda, mi abuela madre, Asunción, mis abuela, ou un lien spirituel. Doralisa la hechicera, Doralisa est d'ailleurs l'ancêtre qui a permis à Pinda de recevoir ses dons de Machi. Ou alors, avec ses épithètes, elle établit un héritage de la mémoire généalogique marqué par la carence et la déculturation. Je cite, Filipa la raspadura del sueño, Calfuyanca olvidada y muda por 100 años. Grâce à la poésie, le jeu poétique communique avec ses ancêtres, comme nous l'indique la deuxième personne du singulier dans Te rasparon la lengua, con mis dedos abrí tu boca, et réciproquement. Une sorte de polyphonie invisible interne au jeu poétique se met en place et rencontre d'une des fonctions de la machi, celle de communiquer avec ses ancêtres. De plus, dans un acte que l'on pourrait qualifier de psychomagique, d'après les théories du philosophe argentin Alejandro Jodorowsky, la voix poématique procède à la guérison des maux et des traumatismes de ses ancêtres en tentant de refermer dans le présent les blessures du passé. Par exemple, dans les deux strophes suivantes, Filipa, la raspadura magnánima del sueño, te rasparon la lengua y de ahí tu vuelo ácido, calfuyanca olvidada y muda por 100 años, con mis dedos abrí tu boca y desgarré el trojado susurro de sus dientes. Filipa et Calfuyanca, toutes deux visiblement victimes d'un dépouillement linguistique et spirituel, se trouvent de nouveau reconnectées à une identité complète grâce à un processus d'intraculturation entrepris par le jeu poétique qui cherche à récupérer ce dont on les a toutes privées, plus particulièrement le savoir, le kimun, et la langue, la sungun. Dans cette première partie, nous avons pu constater que la poésie pindiana constitue un moyen d'obtenir ce que la transculturation lui a arraché, à savoir le territoire et sa lignée généalogique. Même si ces deux caractéristiques identitaires n'apparaissent pas explicitement comme manquantes, les omissions et les détournements qu'elle opère pour orienter la lecture de son identité vers un idéal trahissent subtilement les failles de son identité. En tant que machi, Adriana Paredes Pinda détient un rôle prépondérant au sein de sa communauté et se doit de posséder ce qu'on appelle le kimun, le savoir ancestral mapuche, transmis généralement à l'oral. L'oralité, comme vecteur et outil performatif indispensable de la machi, servant à communiquer mais aussi à soigner, constitue un pilier fondamental de la poétique pindiana. Cela dit, en raison de son identité marquée par la discontinuité ou l'écart avec la norme et la tradition, certains Mapuches l'ont accusée d'être une calcú. Je cite la poète. Como soy una machi anómala, he atravesado tiempos de mucho juicio social. El mito de la calcú, por ejemplo, sobre el que se han construido muchos relatos en torno a mi persona, es la bruja más poderosa, dijo un lamuen. Otros han dicho que soy la bruja que se alimenta del nehuen de los niños, entierra cuarzos en la arena para controlar la vida de quienes no obedecen sus designios y la que amarra el alma de los hombres. Pour mieux comprendre la différence entre machi en tant qu'autorité religieuse importante et calcú, basons-nous sur la définition donnée par Fernanda Moraga. El o la calcú, en términos generales, sería una fuerza desintegradora que porta una persona y que puede provocar enfermedades, especialmente causadas por la envidia. El becufe es una energía desestabilizadora del equilibrio existente en el mundo mapuche, produce enfermedades o muerte. Là où el calcú tendría un espíritu becufe. Alors que la machi assure le bien-être et l'union de la communauté, le ou la calcú participe à sa dissolution. Dans Pariasungun, la réappropriation du discours injurieux de l'autre ne passe pas par l'auto-identification en tant que calcú.
car cela reviendrait à nier sa condition de machi. Kalku ne sera appliqué que pour désigner la langue hybride du recueil. C'est un point qu'on développera par la suite. Néanmoins, le wekufe, cet esprit qui est dans la kalku, est bel et bien associé à la voix poématique, et ce, à plusieurs reprises. Donc là, je cite 2 strophes de 2 poèmes différents, Pareasungun 49 et Pareasungun 52. Yo soy la máscara wekufe de mí, la que viene de afuera, carnal, crisálida, sin latido ancestral, el ilusorio oráculo en que se anuncia la muerte de mi destino. O encore, soplo agorero, llamareante, en las márgenes de la caricia, te nombro y te conjuro, wekufe, que me robo de mí el sonido del roce de las plumas. À lecture des 2 strophes précédentes, tirées respectivement donc de Pareasungun 49 et 52, nous constatons que le wekufe est associé au phénomène de déculturation, la que viene de afuera, sin latido ancestral, que me robo de mí, et d'acculturation, el sonido del roce de las plumas. À ce sujet, la poète déclare « No logro zafarme del hechizo de esta, la escritura winca, blanca, porque me arranca y me arranca el aliento. Estoy enferma, posesa por el wekufe de la escritura, condenada a la metáfora grecolatina, y aunque Cavafis es hermoso y terrible, esta la lengua castellana ha matado mi alma, mi espíritu, una y otra vez. » Effectivement, wekufe désigne plus précisément el hechizo de la pluma, celle de l'écriture et de la littérature écrite. En d'autres termes, la continuité avec la tradition écrite occidentale se révèle être un frein au statut de machi. Le wekufe, personnifié dans la 2e strophe, ici, pèse et scinde l'identité de la poète qui tente par la fonction performative du langage de l'exorciser, te conjuro, en la nommant, et par la fonction cathartique de la littérature, elle essaye de s'en défaire. Concrètement, le wekufe prend la forme donc d'une transtextualité visible dans les poèmes. Plus précisément au travers d'allusions non seulement aux auteurs de la littérature occidentale, tels que Safo, Whitman, Alonso García y Zúñiga, ou hispano-américaines, tels que Gabriel García Márquez, mais aussi aux écrivaines hispano-américaines, Sor Juana Inés de la Cruz, Alejandra Pizarnik, Gabriela Mistral, Alfonsina Storni, et mapuche, Faumili Samanquepillan, Graciela Guinao, María Teresa Panchillo y Roxana Miranda Rupaila. Pinda ne s'inscrit pas uniquement dans une généalogie familiale matrilinéale. Elle s'inscrit aussi dans une généalogie littéraire féminine, hispano-américaine et mapuche, reconnaissant ainsi le caractère traful, entre 2 fleuves, de sa culture. Malgré son statut de machi, elle ne renonce pas pour autant à sa condition d'écrivaine, puisqu'elle s'inscrit dans une tradition littéraire et dans un panthéon d'auteurs et d'autrices divers. Toutefois, en dépit de ses références régulières, la poète ne renonce en aucun cas à l'oralité. Cuando ya me fui dando cuenta y problematizando la escritura como oficio, lo viví de forma trágica y sentía que la escritura alfabética occidental me había hechizado, me había poseído y me había tomado. Se había adueñado de mi alma. Yo hablo de eso en mis textos. Yo hice el proceso inverso, me adueñé y me apoderé de la escritura. Mi newen mapuche hizo eso. Mi espíritu mapuche hizo eso. Ya no soy poseída por la escritura. Creo que la escritura es poseída por mi newen. Newen, cette force mapuche, résiste à l'hechizo de la pluma grâce, encore une fois, à des phénomènes transtextuels ou plutôt intermédiaux, puisqu'en lien avec la tradition orale. La littérature orale, et plus spécifiquement les Quifiquedungun, c'est-à-dire les mythes cosmogoniques mapuche transmis à l'oral, scandent la poétique de Pareasungun grâce à la présence de la Pincoya, du Miyalobo, du Chumpal et de Kaikai Tren Tren, qui sont en fait des mythes cosmogoniques qui ont formé la dernière ère mapuche. L'intermédialité intègre aussi les machi-ul, les chants des machis, à travers de longues onomatopées qu'on voit ici, qui traversent donc fréquemment le recueil. Je vous laisse donc apprécier ces longues onomatopées qui finalement reproduisent l'oralité des machi-ul, des chants des machis. En outre, nous pourrions même aller jusqu'à affirmer que l'oralité pindiana dissout l'écriture. D'un point de vue formel et typographique, l'oralité se traduit par une absence presque totale de ponctuation et de majuscules. De plus, la disparition des titres rend d'autant plus difficile la distinction du début et de la fin de chaque poème,
seuls les espaces typographiques rendent compte d'un changement et d'un silence ou d'une respiration, puisque même d'un point de vue thématique, les sujets abordés se répètent, s'entrecroisent et se répondent constamment. Le recueil est donc construit à partir d'un flux continu de vers qui ne cesse de s'écouler jusqu'à la dernière page du livre. Paredes Pinda tend donc à effacer les marques propres de la poésie, les rimes, les régularités, les pieds. Elle les efface, ces marques d'un des genres littéraires les plus contraignants d'un point de vue stylistique et crée ainsi ce que nomme Elikura Chiwailaf une oraliture, afin de renouer ainsi avec ses origines qui sont la tradition orale et légitimer son statut de machi. Contrairement au traitement du Kupan, donc la lignée généalogique, et le Tubun, le territoire ancestral, Adriana Paredes Pinda ne dissimule pas le caractère traful de son kimun, de son savoir ancestral. Et ainsi, elle créolise son écriture. Pourtant, loin de représenter un tout homogène, le résultat de l'union entre continuité avec la machi et discontinuité avec l'esprit du Wekoufe constitue un mélange de substances non miscibles. Silvia Rivera Cusicanqui parlerait alors de la notion de chiji, la notion aymara de chiji, qui désigne une tonalité de gris, mais qui, lorsqu'on s'approche, s'avère en réalité être hecho de untos de color puro y agónico, manchas blancas y negras entrevaradas. Elle ajoute que les identités chiji sont puissantes parce que indéterminées, parce qu'elles ne sont ni blanches ni noires, elles sont les deux à la fois, sans jamais produire véritablement un gris. La présence de ces deux influences non miscibles plonge le sujet poétique dans une sorte d'inconfort qu'elle exploite jusqu'à la lisse au moyen de la diglossie. Comme nous l'avons abordé précédemment, cette voix poématique machi peut communiquer avec ses ancêtres, mais pas dans ce qui est supposé être sa langue maternelle. Silvia Mellado emploie l'expression de lengua cunifal, de langue orpheline. Généralement, cunifal désigne un individu orphelin de père ou alors de la communauté avec laquelle les liens sont rompus. Paredes Pinda, en tant que cunifal, orpheline, s'exprime dans un bilinguisme pensé depuis le déracinement de la langue maternelle et sa récupération tardive. Melissa Stocco nomme ce phénomène le bilinguismo post-interdicto, c'est-à-dire la adquisición de competencias lingüísticas en mapudungun como resultado del movimiento de aprendizaje en la adultez, después de que la sociedad hegemónica y el Estado implementaron la interdicción de su adquisición temprana y tras un proceso personal de reivindicación identitaria. Paredes Sungun n'est pas une œuvre écrite en registre double. Ici, nous avons le registre double de Maria Isabel Aramillapan, une autre poète mapuche, où on voit bel et bien une colonne en Mapudungun et sa traduction à l'espagnol dans cet ordre-là. Paredes Sungun, le recueil, se sert exclusivement de la stratégie interlinguistique commentée en introduction, à savoir le collage ethnolinguistique. Iván Carrasco le définit de la façon suivante. Una yuxtaposición de serie de enunciados en lenguas diferentes que corresponden a culturas distintas desde un punto de vista étnico, propios de sociedades en interacción. Par exemple, le titre Parias Sungun est un cas de collage ethnolinguistique qui mélange donc l'espagnol parias et le mapudungun sugun, désignant la langue. Donc, si nous devions traduire ce titre, ce serait la langue des parias. Contrairement à d'autres auteurs et autrices, Paredes Pinda fait le choix de ne pas élucider ces mots. Et donc, cette décision est baptisée l'anti-autotraduction par Melissa Stocco et s'inscrit donc dans une pratique traful, encore une fois à la confluence de deux fleuves, consciente de sus manchas indias y castellanas, una sintaxis inscrita en el lenguaje propio y en la experiencia de la contradicción vivida. Me detengo a pensar en las traducciones. Y cuando yo escribo en mapudungun es algo instintivo. Generalmente lo hago porque me sale, me nace, es como si pariera, a pesar de que podría estar mal escrito, como no soy hablante, y como mapuche es un desafío. Es como un acto heroico y yo valoro eso porque estoy honrando a mis abuelos. Avec le résultat qu'une partie de ses œuvres reste inaccessible, Pinda opte pour ce qu'Édouard Glissant nomme le droit à l'opacité, au moment de construire son propre univers poétique.
Cette stratégie qui obscurcit la compréhension et qui donc provoque une discontinuité de la compréhension, doit son originalité au fait de révéler un problème qui n'avait jamais été traité auparavant et qui serait resté abstrait sans cela. Traduire ces voix qui obsèdent les sujets pindianos reviendrait donc à rompre avec la tension qui s'exerce entre Winkadungun et Mapudungun, Winkadungun étant donc la langue, ici l'espagnol, et Mapudungun. Et elle reviendrait aussi, la traduction reviendrait à rompre également la tension qu'il existe entre oralité et écriture qu'on a développée précédemment. L'espace poétique opaque devient un lieu de confrontation de deux cultures, présentées à la fois comme continues et discontinues, dans le processus de représentation et de construction de son idée truffle. Prenons pour exemple le poème final de Pariasungun. Vi los códices arder, calcu. Henos aquí, despojados de nuestras ropas, atavíos magníficos que hilaron los dedos del agua del Guenechen, vacíos de nuestras prendas de plata, que el tatúe, tupucul, caiponson, lonco, semillas del árbol de la luna, brotando en las aguas vivas. Henos aquí, metawe, es nuestro cuerpo rally, nuestra boca que escupe el prodigio, maíz, poñi, quinoa, lawen, henos aquí, consumida por la gran soledad de cara a nuestros dioses, henos aquí, todos, calcu. Le premier vers, Vi los códices arder, répété dans la totalité du recueil, annonce le thème du poème, la déculturation, l'acculturation et les conflits que rencontre l'identité champuria, métisse. La voix poématique affirme avoir été témoin de l'une des formes de violence les plus symboliques commises durant l'époque coloniale, qui a donné lieu à la disparition de l'écriture maya. Au moyen du collage ethnolinguistique, le sujet collectif met en évidence ses carences identitaires, plus spécifiquement la perte de son identité physique, visible à travers les vêtements, de nuestras ropas atavíos magníficos que hilaron los dedos del agua del Guenechen, mais aussi les bijoux traditionnels, de nuestras prendas de plata que el tatúe, tupu, kulkai, ponzon, lonco. L'énumération de ces objets marque la différence culturelle. Cela dit, le sujet collectif champuria ne se définit pas moins comme sujet mapuche légitime depuis les lieux de la perte. Ainsi, il revendique son existence en dehors des critères étroits définis par la loi ancestrale de las Mapu. Stocco affirme: la poeta subvierte las categorías de una aboriginalidad petrificada en el pasado ancestral para hablar desde una contemporaneidad conflictiva y múltiple basada en lo ambiguo, lo polifónico y lo anómalo, como modos de habitar y reaccionar ante la propia subjetividad champuria o mestiza y expresar su revuelta contra una supuesta pureza identitaria. Cette subversion à l'idée de pureté identitaire ne passe pas uniquement par le contenu, mais également par l'usage d'une lengua ambigua marquée par le collage ethnolinguistique. Contrairement à la majorité des poètes usant de cette stratégie interlinguistique, Adriana Paredes Pinda, elle, l'étend régulièrement à l'unité du vers entier, par exemple au vers 10. Même si le vers 10 ne représente qu'une accumulation de noms de bijoux mapuche intraduisibles, inévitablement, cette diglossie interrompt la compréhension du lecteur hispanophone non familier avec les caractéristiques vestimentaires traditionnelles mapuche. Pour autant, la poète choisit de ne pas élucider ces références culturelles. Par conséquent, le choix de l'anti-autotraduction semble tenir de la volonté de visibiliser les différentes nuances des identités non miscibles qui composent le sujet. En bref, de mettre en avant l'hétérogénéité d'une identité champuria métisse. Autrement dit, cette stratégie interlinguistique semble faire office d'arme destinée à défendre la différence culturelle qui s'effrite dès les premiers vers avec l'aveu de la déculturation du sujet, Vi los códices arder. En tant que langue colonisée, le Mapudungun résiste à l'oppression de la langue coloniale, en apparaissant à 7 reprises dans le poème. Deux dynamiques s'opposent alors, celle du fond, qui tend à admettre l'effacement de la différence culturelle, et celle de la forme qui la scande. Le maintien de cette langue blessée laisse supposer que la question de la réception n'a que peu d'importance pour la poète. Ce qui se joue dans ce poème, et dans la totalité du recueil, porte davantage sur une volonté cathartique de reproduction d'un conflit interne à la poète, matérialisé par la polyphonie des voix qui tiraillent le sujet, que sur un désir de rapprocher le lecteur de la culture mapuche. La simple lecture des vers en castillan ne permet donc
qu'une interprétation superficielle du poème. Pour avoir accès aux images générées par les mots Mapudungun, le lecteur doit se montrer actif et chercher par lui-même son chemin vers l'herméneutique du poème. Le processus d'acculturation alors se renverse, et c'est à celui qui reçoit l'œuvre d'intégrer une autre culture, au moins momentanément. Pindar s'auto-représente dans ce collectif Champuria sous les traits d'un sujet brisant le mutisme imposé par la transculturation. Je cite « Nuestra boca que escupe el prodigio » et aussi par la possession d'une langue hybride et douloureuse, créant ainsi à l'aide des morceaux d'une identité fragmentée une nouvelle forme d'être et d'écrire. Pour reprendre Moraga et Pusicanqui, Pindar entreprend una dignificación de su vergüenza, en faisant de cette langue traful, cette langue double, à la fois le vecteur et la métonymie d'une identité qu'on peut dire trafkura ou trafankura, c'est-à-dire irréparable, telle une pierre fondue, dans le but de reconnaître l'existence d'une fissure coloniale qui habite en chacun et chacune des Mapuche et Champurria. Au début de cette intervention, nous nous sommes demandé comment le conflit identitaire de la poète se traduisait dans sa poétique, mais également si sa posture consistait plutôt à l'omettre ou à la dissimuler, ou bien à l'exploiter en tentant de combler les failles apparentes de son identité. Au terme de cette réflexion, nous pouvons affirmer qu'Adriana Paredes Pinda ne cherche ni à dissimuler, ni à homogénéiser son identité. Au contraire, malgré une volonté de récupération et de revitalisation de sa mapuchité, elle transforme ses creux identitaires en un terrain fertile à l'élaboration du soi traful. Plus que revendiquer factuellement le caractère discontinu de son identité, ou partir en quête d'une continuité idéalisée, Pinda noue et défait les liens qui l'attachent à d'autres groupes grâce à la poésie. Elle exprime sa conscience métisse, concept développé par Ansaldúa, en imaginant une continuité au cœur de la discontinuité, dans le passé et dans le présent. Dans son recueil, Malinayi, malheureusement plus connu sous le nom de Malinche, apparaît comme la mère Oni des Champurria, des transculturés, des bilingues et des exilés. À partir d'un système rhizomique, la voix poématique pindiana, fille de la dite traîtresse originelle, Ève native, devient la matriarche d'une descendance Champurria, Wariache, Ikunifal, orpheline, à qui elle ouvre la voie vers une dignification de leur honte par la culture de ce tiers espace, de cet espace fécond, à la construction identitaire du soi. Merci beaucoup. Eh bien, écoute, merci beaucoup Alexia. Tu vois, il y a quelques jours avec Julie, je vous en parlais tout à l'heure, nous sommes en train d'écrire un article qui nous a beaucoup tourneboulé sur translittérarisme et post-littérarisme pour la journée d'études que nous organisons la semaine prochaine. Et on se posait sempiternellement la question de savoir à quoi servait la littérature. Là, manifestement, elle sert à quelque chose. Alors, j'imagine que les amateurs, Amadeo, Sylvie, de psychanalyse, de psychologie, du texte littéraire, vous allez avoir plein de choses à dire, parce qu'alors là, il y a du pathos, j'appartiens pas, je compense la non-appartenance, je fais un titre de gloire de la non-appartenance, la fonction compensatoire de la littérature, je dissous, voilà. Donc là, j'imagine que vous allez avoir des tas de choses à expliquer et avoir un avis sur le sujet. Donc merci beaucoup Alexia, c'était vraiment très très bien. Donc Sylvie, je te donne tout de suite la parole parce que tu es notre prêtresse de psychanalyse, psychologie et au texte littéraire. Non, bah justement, ce qui m'a frappée dans cette brillante exposition, bravo Alexia, justement, c'est le sentiment de culpabilité. Et qui se traduit, comme tu as dit, je reprends, par une langue hybride et douloureuse. Et ça m'a frappée. Justement, on a l'impression qu'elle se sent obligée de réparer quelque chose. Voilà, d'où une écriture cathartique, comme tu l'as souligné. Et c'est vraiment ce qui m'a frappée, c'est justement ce sentiment de culpabilité par rapport à l'histoire du peuple, donc du côté maternel. Donc je vais avoir ton sentiment à ce sujet.
Oui, tout à fait. Elle ressent une grande culpabilité de la part à la fois, elle l'a hérité des discours chiliens et à la fois des discours mapuche. C'est une culpabilité qui est héritée des deux côtés. Elle se sent mal, elle se sent mal d'être chilienne, elle se sent mal d'être mapuche, et donc du coup, cette culpabilité est extrêmement visible dans sa poétique, autant au niveau du thème qu'au niveau de la langue, effectivement. Et comme tu disais, elle répare, comme je parlais de psychomagie de Jodorowsky, elle essaye de réparer les traumatismes de ses ancêtres à travers la littérature. Elle essaye justement de laver ses ancêtres de la culpabilité qu'elles ont, en gérant sa propre culpabilité et en faisant de cette honte, de cette culpabilité, une force et une nouvelle identité qui serait plus saine. Mais effectivement, on est quand même sur un conflit, ça reste un conflit. Elle n'a toujours pas résolu cette culpabilité à la fin de l'œuvre, elle est omniprésente. C'est sa dernière œuvre, elle n'a pas écrit d'autres œuvres depuis. Mais elle reste tout à fait. Je pense que cette honte devient une nouvelle identité qui correspond à celle de nombre de Mapuche et d'écrivaines Mapuche qui passent par les mêmes sentiments identitaires, par les mêmes conflits identitaires. Donc oui, je ne peux que répéter ce que tu as dit, effectivement. La culpabilité est un sentiment général et la Malinche qui apparaît régulièrement est un alter ego de la voix poématique. Elle se projette à l'intérieur et essaie ainsi de rendre ses lettres de noblesse à la Malinche, mais à la fois de se rendre ses propres lettres de noblesse aussi et de s'assumer en tant que machi. Et une machi légitime, non pas une sorcière, qui supposément serait sorcière parce qu'elle est transculturée. Elle essaye de revaloriser et de récupérer son identité à travers ce conflit identitaire. Une petite parenthèse, le pauvre Jodorowsky, il n'est pas argentin, hein, il est chilien. T'as dit philosophe. Pardon, oui, j'ai dit argentin, il est chilien. Autant pour moi, merci. Philosophe, ça reste à voir, hein, parce que... Il est écrivain, et c'est vrai, il travaille sur l'ésotérique, bon. Voilà, et il tire les cartes, Oui. il est très astrologie, tout ça, et il est bel et bien chilien. Enfin, ça fait depuis, je sais pas, les années 70 qu'il habite en France. Et la psychomagie, c'est effectivement la guérison par une espèce de mythe personnel, et la littérature devient l'espèce de lieu où on peut scénographier. Par exemple, moi j'ai traduit, c'est pour ça que je le connais bien, je ne vais pas faire ma chienne savante, il se trouve que voilà, j'ai beaucoup travaillé sur lui. J'ai traduit un roman qui s'appelle El Niño del Jueves Negro, où c'est sur l'identité. En fait, il est issu de juifs de l'Europe de l'Est qui ont fui l'Europe de l'Est parce que les pogroms, etc. Il arrive en Argentine, pof, au Chili, tu vois, c'est de ta faute. Il arrive au Chili et pof, c'est la dictature. Bref, donc beaucoup de problèmes. Et pour arriver justement à reprendre l'initiative sur son histoire personnelle, dans cet enfant du jeudi noir, il raconte comment il décale en fait sa date de naissance et d'un seul coup, il est né le jour de la crise de 29 aux États-Unis. Voilà, il dit en fait c'est le moyen de se mettre au sens des événements historiques de l'humanité pour récupérer l'initiative sur l'histoire personnelle, l'histoire collective, etc., etc. Donc là, du coup, moi je trouve intéressant le parallèle que tu as fait, de voir comment, alors au-delà de la fonction compensatoire de la littérature, comment est-ce que ça crée une biographie fictive en fait, toutes ces choses qui sont mises bout à bout, et c'est une espèce de récit, parce que là tu parles de poésie, mais il y a un récit personnel, il y a un récit collectif qui se tisse à travers tous ces poèmes, et moi je pense que c'est sur l'idée de récit que tu devrais poursuivre ta réflexion. Enfin, c'est une remarque comme ça au passage à propos de Jodorowsky, mais qui me semble plutôt intéressante. D'accord, merci beaucoup. Effectivement, je travaillerai sur ça et pardon pour l'erreur de nationalité de Jodorowsky. Bon, t'es pardonné. Alors, est-ce que quelqu'un a une question, un commentaire? Enfin, d'habitude, oui, tout le monde a son mot à dire. C'est ça qui est intéressant dans notre séminaire. Qui veut prendre la parole? Alors, là, comme on n'est pas très nombreux, vous pouvez... Vas-y, Marie. Oui, alors comme non-initiée totale, j'avais une question, comme tu parlais de traduction à la fin, enfin
d'interlinguisme et que tu parlais de la traduction, mais plutôt au conditionnel de qu'est-ce que amènerait une traduction de ces textes-là. Et je me demandais justement s'il n'y en avait pas eu des traductions, si oui, éventuellement dans quelle langue, si elles arrivaient à respecter cet interlinguisme, si d'ailleurs il était possible à respecter dans toutes les langues cibles. Enfin voilà, je m'interrogeais sur ces possibilités-là. Alors, il a été les poèmes de Parias Sungun ont été traduits notamment en Mapudungun. Mais donc, du coup, on perd le collage ethnolinguistique. Et il a aussi été traduit en français parce qu'on l'avait traduit, on l'avait traduit dans le cadre de l'anthologie coloniale qu'on avait fait avec Silvia Contarini et Emmanuel Sinardet. Donc il est en français et en Mapudungun. Donc en Mapudungun, on perd le collage ethnolinguistique, mais je sais qu'en français, en tout cas, j'avais souhaité garder, sans traduire, le Mapudungun. C'est-à-dire respecter finalement l'anti-autotraduction de la poète, comme j'ai appelé ça, ce droit à l'opacité, qui invite en fait le lecteur, qu'il soit français ou hispanophone, invitait en fait le lecteur à faire ce travail de recherche, ce travail linguistique de recherche et accéder au sens. Effectivement, en fait, traduire certains mots comme Trailonko, si je marque, c'est un peu compliqué. Un collier en argent pendant sur le torse, parce que du coup, on perd un peu quelque chose. Déjà, en termes de poésie, c'est effectivement compliqué. Donc, c'est des termes qui sont intraduisibles. Certains ne sont pas intraduisibles. Dans toute l'œuvre, il y a des mots qui sont laissés tels quels, mais qui auraient très bien pu avoir une traduction. Comme par exemple Pinda, qui veut dire, donc c'est son nom, mais ça veut dire aussi colibri. On le garde, ça a une symbolique, mais on va en avoir d'autres, comme Wenu, qui veut dire le ciel. On pourrait très bien dire ciel, mais Wenu a une autre connotation. C'est toute la symbolique du bleu mapuche, cette couleur mythique, etc. Et on va le garder tel quel. Mais ce sont des choix, et donc traduire ces mots, déjà, ça imposerait aussi une autre distance avec le lecteur. C'est-à-dire que si on met une note de bas de page, le lecteur va sortir du texte poétique et ça va avoir également une dimension un peu didactique. Et elle veut pas ça. Elle n'est pas intéressée par enseigner quoi que ce soit à qui que ce soit. Ce qu'elle veut, c'est reconstruire une identité, utiliser la poésie comme un moyen cathartique et pour se guérir, en fait. Et donc, c'est pour ça qu'elle ne traduit pas, et c'est pour ça que c'est important de garder ce collage ethnolinguistique à l'intérieur de ses poèmes, parce qu'il y a une vraie plus-value, il y a une vraie importance à cela. Ok, merci beaucoup. Et juste pour rebondir sur ce que tu viens de dire, du coup, ce serait plus une poésie finalement qui est tournée vers elle-même plus que tournée vers les autres, finalement. Oui, effectivement. Okay. C'est une poésie qu'on peut dire presque intimiste. On a l'impression d'être dans sa tête avec une polyphonie qui tourne entre ses ancêtres, d'autres figures qui seraient transculturées, les influences poétiques des femmes, les influences littéraires des femmes qu'elle aurait lues également, ses expériences personnelles. On est effectivement sur une poésie très centrée sur soi-même. Ok, merci. Alors après, je crois que c'était Lina qui avait levé la main. Bonjour à tous et à toutes, et merci beaucoup Alexia, c'était très, très clair et très enrichissant. Et alors, justement, par rapport à, j'ai 2 ou 3 remarques, mais par rapport à ce que vous venez de dire sur une poésie très intimiste et portée par un jeu finalement assez présent, tu as mis en évidence la présence du nous quand même dans plusieurs poèmes, et d'où l'idée aussi de Caroline de récit, et ça serait à la fois un récit peut-être personnel, mais un récit collectif avec tous ces mots justement incrustés en fait, intégrés, immiscés dans le poème. Donc c'est peut-être effectivement une biographie, l'écriture d'une sorte de biopoétique, mais en même temps, j'ai l'impression que ça s'ouvre à nous, à autre chose. Enfin, il doit y avoir peut-être les deux, mais bon, il faudrait pour ça avoir une vision beaucoup plus large du recueil ou des textes. Et du coup, je m'interrogeais aussi sur le lien, la relation, enfin les points communs entre cette poète et puis
les autres poètes qui, tu y as fait allusion, quels sont ces points communs en fait? Parce que ce qui m'a frappé dans tous les exemples que tu nous as donnés, les extraits, c'est ce grand dépouillement. C'est très simple, le lexique est simple, alors à part les mots que nous, enfin, on ignore finalement, et qui introduisent une sorte d'opacité ou d'obstacle, mais en même temps, je dirais, ils créent quelque chose en fait au niveau de la lecture. Donc il y a une grande simplicité, un grand dépouillement. Et donc quel est le point commun avec d'autres poètes euh, au niveau thématique, au niveau stylistique? Et ensuite, l'autre remarque concerne un aspect que tu as souligné, qui est l'absence de ponctuation par rapport à un certain carcan poétique, peut-être, et qui renforcerait l'idée de la dimension d'oralité, en fait. Mais cet aspect-là, il me semble qu'il est très moderne, enfin très moderne au sens, il relève déjà de fin 19e et tout le 20e siècle en poésie. Donc là, on s'inscrit, et ce retour peut-être à ce que tu disais, enfin à l'oralité, est-ce qu'on pouvait le rattacher peut-être justement à, à une tradition du chant chez les Mapuche ou pas? Enfin, est-ce qu'on n'aurait pas, parce qu'oral littérature, hein, je crois que c'est ça le terme, hein, voilà, est-ce qu'on n'a pas une forme comme ça dans la tradition, dans la culture Mapuche? Et voilà. Donc je sais pas trop, mais c'est pas très nouveau en fait ça. Quelque part, hein, ça imprègne, ça caractérise toute la poésie du 20e. Et pour revenir aussi donc à l'histoire du jeu, j'ai été frappée par une ou deux images, dont une au départ, tout au début de ton exposé, sur abrió tu, non, comment c'est, mis dedos abrieron tu boca. Et donc, l'idée justement je dirais, de régression, en fait, de retour, là c'est assez psychanalytique, on va dire, mais justement, hein, de remonter via l'écriture dans une sorte d'utérus, de ventre maternel, mais au sens très large, de la langue, mais aussi de la culture mapuche. Enfin, je ne sais pas. Mais est-ce qu'il y a d'autres images comme celle-ci qui m'a vraiment, enfin, ça m'a vraiment marqué. Voilà. Alors, j'essaie de répondre à tout. Effectivement, on est dans un récit personnel et à la fois collectif, parce qu'en fait, ce récit personnel s'inscrit dans un récit collectif. Et c'est en ça que je trouve intéressant d'en parler aujourd'hui, entre continuité et discontinuité. Elle s'inscrit donc dans un récit collectif. Le nous dont tu parlais, c'est aussi un nous femme mapuche, plus comme mapuche d'ailleurs, en termes de présence. C'est nous femme mapuche. Euh, Ensuite, tu parlais de... Je vais peut-être prendre les choses dans le désordre. Peut-être pour revenir à Abri tu boca con mis dedos. C'est ce dont je parlais précédemment et que je vais appeler ça un acte psychomagique, d'en fait permettre aux ancêtres de parler à travers la littérature, permettre aux ancêtres de retrouver la langue à travers sa propre récupération linguistique. Et oui, il y a beaucoup d'images comme ça, très symboliques, entre la mer, la récupération d'une identité, les corps qui se mélangent, on ne sait plus qui fait quoi, qui parle, il y a des voix différentes qui se mélangent. Et on a un retour entre passé, futur constant. On ne sait pas trop, tout se mélange comme une espèce de circularité du temps. Tu parlais également, oui, l'oraliture, c'est pas très moderne. En fait, effectivement, il y a on sait que la poésie de base vient du chant. Mais chez les Mapuches, d'autant plus, la littérature mapuche à l'écrit n'est née que à la fin du XXe siècle. Donc en fait, elle se trouve encore plus proche de ses origines. Et donc, j'ai trouvé que c'était particulièrement intéressant dans les onomatopées qu'elle faisait, ces longues onomatopées qui finalement dépassent l'oralité et vraiment on entend ce cri, on entend ce chant. Et Nicolas Chihuahua, qui est donc celui qui a supposément créé le terme oraliture,
ou en tout cas qui se les réappropriait plutôt, est l'un des poètes mapuche les plus connus. Et donc, à travers de sa propre poétique à lui, tu parlais des points communs, à travers sa propre poétique, il insère aussi des formes d'oralité, manque de ponctuation notamment, on enlève les majuscules. Donc en fait, au niveau stylistique et formel, on va avoir des points communs, on va vouloir imploser les codes de l'écrit et supprimer la ponctuation et les remplacer par des blancs typographiques et créer un espèce de flux continu de paroles comme si on était en train de parler. Ça n'a rien, si on le compare avec la poésie du XXe siècle, ça n'a rien de nouveau. Mais en fait, vu que c'est écrit depuis une tradition mapuche, en tout cas ça se veut issu d'une tradition mapuche, ça lui apporte quelque chose d'autre. Non, ce n'est pas nouveau au regard de ce qu'on connaît, mais au sein de ce petit cercle, les origines sont un peu autres en fait. Et donc ça lui apporte un petit quelque chose en plus que l'on peut rapprocher des origines de la tradition orale mapuche. Tu disais que le vocabulaire était simple. Ça, c'est un point commun avec, avec les autres poèmes mapuche. Le vocabulaire est simple, les concepts sont simples. On va parler de la nature. On ne va pas essayer de faire une poétique hermétique. Au contraire, on va essayer de faire en sorte qu'elle soit la plus compréhensible possible pour pouvoir être diffusée plus facilement entre des cercles qui n'auraient pas forcément aussi accès à une éducation universitaire aussi. Donc on reste sur un vocabulaire simple. Les points communs, les autres points communs, le collage ethnolinguistique n'est pas qu'une stratégie interlinguistique utilisée par Paredes Pinda, mais est aussi un phénomène que l'on retrouve chez d'autres poètes, mais de façon moins flagrante. Paredes Pinda laisse des vers entiers en mapusungun, ce qu'on n'a pas dans les autres poèmes. Par contre, elle n'emploie quasiment jamais le registre double, parce que justement, ça enlèverait, c'est ce que je disais à Marie tout à l'heure, ça enlèverait l'effet que produit le collage ethnolinguistique, ça l'enlèverait totalement. Je crois avoir à peu près, je crois avoir répondu à tout. Et dans le style, évidemment, des choses qui seraient en commun chez les auteurs femmes mapuche, ce serait l'érotisme. L'érotisme comme une forme de fusion avec le territoire, forme de fusion avec la langue, forme de fusion avec les mythes. On a cette rencontre des corps érotisés avec finalement les différentes strates identitaires mapuche. Donc ça, c'est quelque chose qu'on retrouve aussi généralement chez les poètes diasporiques, pas forcément chez les poètes du retour, pas chez les poètes qui se disent avoir une identité stable, parce qu'elle plutôt, elle voit dans le corps des femmes mapuche le lien à la maternité. C'est drôle, mais du côté de la poétique du retour, de ces femmes qui écrivent depuis une identité stable, elles vont écrire depuis mon corps, maternité, lien avec la terre, etc., alors que la poétique du retour va plus être dans le jeu sexuel, l'érotisme avec toutes ces formes de strates, la séduction avec toutes les formes de strates pour pouvoir les récupérer. Je pense à Roxana Miranda Rupailaf qui utilise les mythes judéo-chrétiens et se les réapproprie pour montrer la transculturalité de son identité. Je ne sais pas si j'ai répondu à tout, Lina. Mais... Alors, il y avait Sylvie qui avait de nouveau une question. Oui. Alors, justement, je vais revenir un tout petit peu en arrière, du coup. Par rapport à cette langue, donc tu parles de collage, donc une langue qui intègre des mots de cultures différentes. Et moi, ça m'a fait penser, disons, à ma propre expérience de moitié française, moitié espagnole, où quand tu fréquentes, enfin, je me souviens des amis de ma mère, mélanger allègrement le français, l'espagnol. Et en fait, c'est intéressant parce que tu te dis, la question que je me pose, c'est que quand elle emploie ces mots, et je pense que tu as répondu en partie tout à l'heure, quand elle emploie des mots, disons, de la culture de sa mère, c'est parce qu'en fait, ces mots traduisent exactement sa pensée et qu'un mot en castillan ne rendrait pas ça. Et du coup, alors,
on a des strates différentes, c'est-à-dire que pour elle, il y a un effet de collage, comme tu dis, donc des choses qui sont hétérogènes qu'elle a la volonté de réunir. Mais je me demande si au niveau de la réception, l'effet n'est pas celui-là. En fait, l'effet, c'est que ce serait plutôt, on passe, elle reste, je dirais, thèse-antithèse. Et j'ai l'impression qu'au niveau de la réception, on passe à une synthèse, c'est-à-dire que la création, en fait, d'une nouvelle langue. Qui intègre, parce que donc la réception est extérieure, et le récepteur intègre les deux sources, si tu veux. Et du coup, ça crée, pour moi, une nouvelle langue qui est très riche, dans laquelle, de ce fait, l'opposition est résolue. Voilà, donc c'est la question que je me pose. Voilà. Merci beaucoup. Alors, oui, je suis d'accord avec toi sur la thèse-antithèse qu'elle peut avoir quand elle écrit. On a effectivement ce noir et ce blanc qui cohabitent ensemble mais ne forment pas de gris. Néanmoins, elle parle de cette langue hybride elle-même, en fait. Quand elle écrit, elle crée une nouvelle langue, et effectivement, c'est ce que j'avais essayé de montrer. Elle parle d'une langue kalkou, c'est-à-dire une langue qui serait contaminée, donc, par une transculturation. Mais cette langue ne forme tout de même qu'une seule et même... Enfin, elle forme un tout qui est à la fois hétérogène et homogène. Et donc... En fait, j'avais pas vu cette différence entre écriture et réception dans la réception de la langue, mais à mon sens, enfin, comme je l'interprète, j'ai l'impression que la synthèse se fait avant la réception. C'est-à-dire qu'on est sur un phénomène d'abord thèse-antithèse, mais qu'en fait, à l'unir les deux, on arrive à une synthèse avant même la réception. Mais j'y réfléchirai parce que c'est intéressant, j'avais pas vu les choses comme ça, donc je vais y réfléchir de façon plus approfondie et on en reparlera. Alors, merci Cécilia. Vas-y. Oui, là, je ne sais pas si vous m'entendez bien. J'ai eu quelques soucis de connexion tout à l'heure. Mais bon, tout d'abord, merci beaucoup, Alexia. C'était vraiment très, très, très intéressant. Et la question de Sylvie, un peu à voir avec la question que j'avais. Et c'était justement par rapport à cette question de deux langues. Si est-ce que tu avais trouvé dans ton corpus, pas peut-être chez cette poétesse, mais ailleurs, et des phénomènes où une des langues contamine, mais vraiment les structures de l'autre. C'est-à-dire des choses qui se passent ailleurs, chez d'autres auteurs qui font justement un travail à l'intérieur de l'espagnol depuis l'autre langue, si c'était le cas dans une autre poétesse, ou si tu avais, même s'il ne s'agit pas du travail sur les langues, mais s'il y avait d'autres stratégies que tu avais trouvées pour justement ne pas homogénéiser l'identité et montrer les failles, mais d'une façon différente. Et puis, une dernière question, c'était, tu as parlé de la traduction, mais de savoir quelle était la circulation de ces textes, de cette autrice en particulier. Merci beaucoup, Cécilia. Alors, je dirais que le travail sur la langue, c'est Adriana Paredes Pinda qui le détient. Je pense que les autres poètes mapuche ne font pas un travail aussi de déstructuration de la langue aussi soutenu que ce que le fait Pinda. Je pense qu'on est vraiment sur celle qui travaille le plus la langue, la déstructuration des langues. Parce que si on regarde, il y a pas mal d'anacolutes, il y a pas mal de phrases qui sont coupées, qui sont difficilement compréhensibles, où il n'y a pas de verbe conjugué. Il y a quelquefois, elle jette des idées. Elle jette des idées, des notions, des concepts, des images, mais qui n'entrent pas dans une syntaxe vraiment particulière. Donc il y a un véritable jeu de la langue dans la poésie pindiana.
Ça me fait penser, quand tu parlais de contamination de la langue, ça m'a rappelé l'inverse du collage ethnolinguistique, ou en tout cas un collage ethnolinguistique inverse, dans le cas de Liana Nkalao, qui elle aussi a appris le Mapudungun a posteriori. Elle traduit ses textes elle-même dans un Mapudungun un peu approximatif. Elle est aidée par d'autres parlants du Mapudungun. Et à l'intérieur de ces textes en Mapudungun, il y a du collage ethnolinguistique espagnol. Et du coup, c'est intéressant, parce que là, ça induit d'autres choses, une espèce de... Il y a un aveu de faiblesse, quelque part, de ne pas avoir réussi à traduire, à traduire ce mot. Certains poètes vont... Ce qui est intéressant, c'est qu'un Calao va laisser ses mots en castillan, mais d'autres poètes qui vont traduire le même poème vont avoir d'autres stratégies interlinguistiques. Ils vont créer un néologisme, ou alors un néologisme qui ne sera pas compris du coup des Mapuches qui parlent un Mapudungun traditionnel, et d'autres vont plutôt prendre un vieux mot pour le plaquer et se dire, bon bah voilà, c'est à peu près ce que ça aurait donné en Mapudungun traditionnel, même si on n'est pas sur une référence qui est totalement identique. Par exemple, je pense au café. Je pense au café, Lilian Calao l'emploie pas, la marque café, C-A-F-E. Il me semble qu'un autre traducteur emploie K-A-F-E, donc il y a une mapuchisation de l'orthographe, et un autre va employer une boisson chaude typique des Mapuches, mais du coup qui ne sera pas le café. Mais elle essaye de faire un parallèle entre les deux. Voilà, au niveau de la circulation, alors quand ce sont des œuvres édité par l'Homme Ediciones, on est quand même sur une circulation assez importante. Je voulais voir le tirage, mais je ne l'ai pas ici. On est quand même, enfin, c'est une des poètes les plus connues, les moins accessibles, mais les plus connues. Moins accessibles dans le sens où on n'arrive pas à la contacter. Et il y en a d'autres qui vont avoir des œuvres qui vont être à 500 exemplaires, 250, 1500. Et donc, ça va être une distribution qui ne va pas être dans les librairies, mais plus de main à main ou alors dans des manifestations. Donc, on est sur une circulation plutôt réduite parce que toutes les poètes n'ont pas la chance d'avoir été édités ou d'avoir gagné un concours qui leur permet finalement d'être édités a posteriori. Mais il y a certaines autrices qui arrivent à intégrer un circuit plus large, comme elle, mais souvent ce sont des poètes qui sont soit très anciennes et inclus dans le panthéon des poètes mapuches, soit très nouvelles et très innovantes dans leur façon d'écrire par rapport aux poètes de la poétique du retour. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à tes questions. Peut-être dans les autres stratégies, là-dessus, des stratégies linguistiques autres que celles dont j'ai parlé, ça ne me vient pas, mais j'y réfléchirai, j'y réfléchirai. Merci beaucoup. Merci. Françoise, il faut que tu mettes ton micro. Bon, alors d'abord, merci Alexia, qui vraiment, je crois que tu as un beau travail, un énorme capital de connaissances sur une culture passionnante. Donc moi, je reviendrai juste sur un petit terme que tu as utilisé quand tu dis « elle créolise l'écriture ». Bon, moi, ça me semble tout à fait le contraire de la créolisation, hein, parce que quand on pense à la créolisation, on pense évidemment à la poétique de la relation, à glissant. Or là, moi, je vois surtout, et c'est tout à fait respectable, hein, c'est pas du tout une critique, mais je vois quand même une espèce d'enfermement, hein, enfermement sur soi, enfermement sur son territoire, une espèce de littérature d'entre-soi, comme tu viens de dire, qui avait extrêmement peu de diffusion, en fait, hein, donc on reste entre soi. Ça retire évidemment rien à la valeur, j'imagine, des textes, mais donc c'est un aspect à travailler quand même. Ça signifie quoi? Parce qu'il y a une recherche identitaire et en même temps, on diffuse rien, quoi. Je sais pas. Alors, deuxième question, quel est le statut officiel des Mapuches dans la constitution du Chili? Non? Ils sont bien reconnus quand même maintenant, hein. Troisième question, troisième non, pas question, mais idée. dont moi j'ai été passionnée par la langue, par les onomatopées, par une culture de la nature, la femme, l'écoféminisme, etc., tout ça. Et moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on relie ça à d'autres cultures
autochtone, parce que c'est le terme qu'on utilise, autochtone, moi j'ai immédiatement pensé à l'Amérique du Nord, à ces multiples cultures autochtones, et je crois qu'il y aurait tissé toujours pour ouvrir, justement pour sortir du terroir, parce que je pense qu'on va rencontrer des mêmes problématiques. Et une autre question, donc là, c'est l'option féministe, donc ça c'est passionnant. Et est-ce que, j'imagine qu'il y a quand même des individus masculins qui ont aussi écrit et qui se sont penchés, non, sur l'identité mapuche, etc. Donc, en quoi ces hommes mapuche, qui aussi ont parlé et peut-être écrit, je ne sais pas, ou chanté, en quoi leur l'expression de leur identité diffère de celle de ces poètes femmes mapuche. Ouais. Alors, merci beaucoup Françoise. Alors, c'est un peu comme ce que je disais à Sylvie. Enfin, j'avais pas vu la créolisation de ce sens-là. Pour moi, c'est un entre-soi, certes, mais le fait que ça ne soit pas très publié n'est pas forcément de son fait. Je pense qu'elle aimerait que ce soit publié dans certains cercles. Certes, c'est un entre-soi, mais comment dire, j'ai l'impression que cette créolisation a tout de même lieu. En fait, c'est ce que je disais avec Sylvie. En fait, il y a pour moi cette synthèse qui se fait, mais j'ai pas de réponse fixe. Tu as plutôt ouvert Parce que le champ de mes possibles. on l'utilise dans un autre sens. Ça renvoie à une espèce de mélange, de bouillonnement des cultures du bassin des Caraïbes, et même on l'utilise maintenant en dehors de cette zone géographique, c'est tout. C'est le terme créolisé qui, moi, autre chose que le mapuche qui créolise sa langue, quoi. C'est tout. Bon, mais continue. J'avais étudié justement la créolisation et la poétique de la relation et aussi le système rhizomique. Et dans la poésie mapuche, en tout cas, il y a véritablement ce rhizome qui se crée et les langues qui se compénétrent, qui se pénètrent l'une l'autre. Et donc, je voyais cette créolisation, en tout cas dans la langue pindiana. Mais je continuerai à mieux m'informer sur la créolisation et ainsi je serai plus pertinente à l'avenir. Pour ce qui est des Mapuche dans la Constitution, alors... T'avais des choses à dire, là. T'as fait une moue, là. Vas-y. C'est parce que j'ai lu la Constitution chilienne il n'y a pas longtemps. On est quand même sur la Constitution de Pinochet. Et quand on regarde sur le texte et qu'on cherche Mapuche, on ne trouve pas. On est quand même sur une constitution qui reste conservatrice, une nation chilienne qui se dit unie et indivisée. Il y a même, un des points qui a été problématique lors de la proposition de constitution de 2022, ça a notamment été la pluriculturalité, qui était vue comme une division de la nation chilienne. Donc les Mapuches sont reconnus, oui, dans la constitution, non. Non, Ce n'est pas écrit le terme mapuche comme en Bolivie. Oui, c'est ça, oui. En Bolivie, au Pérou, on peut trouver ça. Vraiment, ou au Mexique. Une situation particulière au Chili, c'est sûr. Effectivement. Donc là, on est toujours avec la constitution Pinochet et peut-être, j'espère qu'un jour, la constitution évoluera dans ce sens-là, comme le Mexique, la Bolivie ou le Pérou, ces constitutions-là nomment textuellement ces populations. Aymara, Mayaquiche, on a toute une liste comme ça. Dans la chilienne, ce n'est pas le cas, malheureusement. Pour ce qui est de relier la poésie mapuche à d'autres poèmes d'autres cultures, oui, il faut absolument que je le fasse, effectivement. Que je m'enseigne sur d'autres cultures. Je pense notamment à la mexicaine. Je crois qu'il y a des... Quand j'entends mexicaine, j'entends la Mayaquiche. Je pense qu'il y a des liens à faire entre celle-là, ou même la Aymara. On a quand même pas mal de liens avec aussi... Mais le territoire américain est vaste. Moi, je pense carrément à ses autres frères et sœurs d'Amérique du Nord. Je parle de la géographie.
Parce qu'on n'en parle pas assez, il y a quand même des liens avec ces premiers autochtones, non? Les Sioux, les Apaches, les Cherokees. Moi, je trouve ça passionnant. On les oublie, ceux-là. Il faut travailler aussi avec eux. Je crois que ouais, chercher aussi par là. Hein. Je crois qu'il y a des points communs, des liens. Non, c'est passionnant comme travail. Et grâce à l'intelligence artificielle, on pourra faire le recensement de tous ces peuples non, autochtones d'Amérique du Nord, géographique, et peut-être voir des choses intéressantes. Le rapport avec l'anglais, oui, pour voir comment ça se passe. Oui, il y a du travail. Hein. Oui, donc, effectivement. il faut le faire parce que tu as un capital formidable, précis, très riche. Tu as très bien étudié, tu continues d'étudier, c'est Mapuche. Donc, à partir de là, justement, tu vas pouvoir, non pas t'enfermer comme eux, mais aller rayonner ailleurs. Très bien, merci beaucoup. C'est vrai. Merci. Alors, il y a d'autres questions, d'autres remarques? Non? Bon, moi, deux petits points. Alors, j'étais comme Cécilia très intéressée par la question de mais qui édite et qui diffuse ces choses-là. Donc, tu as en partie répondu. À mon avis, dans la version écrite de ta communication, ce serait quand même bien de l'expliquer parce que tu dis elles aimeraient bien être diffusées par des cercles plus larges, etc. Mais tu as dit aussi dans le même temps, peu importe si elle est lue ou pas, l'important c'est ce que ça suppose pour elle, c'est une écriture pour soi, etc. Donc là, bon, et puis c'est vrai qu'avec l'absence de traduction ou d'explicitation du Mapudungun, ça devient compliqué à bien sûr, le phénomène de l'étrangèreté, c'est intéressant, etc. Mais enfin, du coup, ça relève du gadget pour des lecteurs qui lisent exclusivement en espagnol. Donc là, je pense que ça mérite que tu mettes un peu plus le paquet sur parce que la littérature, c'est pas simplement l'écriture, hein. C'est aussi de la lecture, la diffusion, la publication, etc. Alors moi, j'avais des questions, ou en tout cas une remarque sur la nécessité, je crois, précisément parce que nous, on ne comprend pas le Mapudungun, de voir la véritable continuité qu'il y a entre les deux langues, tu vois, pas de vers à vers, mais de quoi parle l'espagnol, quelle est la thématique, je sais pas moi, le lexique, etc., et de quoi parle après le Mapudungun pour voir la continuité. C'est-à-dire là, il y avait Sylvie qui disait, et ça c'est vrai, quand on est à cheval sur 2 ou 3 langues, on a souvent, moi c'est le fameux verbe, je trouve que c'est pas, j'aime pas ce mot en français, loger, où ça tient. Et je trouve que caber, c'est super. Donc je dis, moi, régulièrement chez moi, ça cabe pas, ça va pas caber, etc. Où là, tu te vois bien que l'espagnol est plus intéressant. Bon, ça, on connaît tout ça. Et on en joue, on fait des jeux de mots sur les langues, etc. Moi, à mon avis, là, c'est pas de cet ordre-là, précisément parce que c'est pas sa langue maternelle. Donc c'est pas... Ou alors si il devait y avoir... renoncement à la langue au bénéfice de la langue où tu es le plus à l'aise, ce serait plus renoncement au Mapudungun qu'à l'espagnol. Donc, à mon avis, ça relève pas de ça. En revanche, la question que je me pose, mais évidemment, moi j'ai mauvais esprit, donc je fais toujours je peux pas m'en empêcher, mais de me dire, est-ce que finalement ces mots Mapudungun qui sont des espèces de compensation, voilà, c'est-à-dire comme c'est pas mon identité, j'ai besoin de cette espèce d'affichage de fidélité, de connaissance malgré tout, etc. Et est-ce que ces termes, si tu les mets bout à bout, ça ne fait pas une espèce de socle d'une 50aine de mots comme les francophones quand ils veulent dire je pars en vacances en Espagne, oh là là, nous aimons tellement prendre une petite sangria dans un patio et manger de la paella. Enfin, tu sais, ces mots, c'est comme ce film que nous avons tous adoré, y a-t-il un poisson? Non, un poisson nommé Vanda avec la fille qui adore mozzarella, machin. Voilà. Bon, toute proportion gardée. Est-ce qu'il n'y a pas une espèce d'affichage? Et puis, c'est voilà, toute petite palette lexicale qu'on te brandirait comme des bicules folkloriques pour faire comme si on y était vraiment, quoi, tu vois. Donc ça, c'est ma première question. Deuxième question, je trouve assez... Enfin, c'est une question, une remarque, tu vois, là aussi. Assez paradoxal, en fait. Ce que tu dis de la non-traduction
ou pas de notes, etc. Alors d'accord que la note de bas de page interrompt le flux de la lecture, c'est les instances du hors-texte qui pénètrent à grands pieds, enfin avec des gros pieds lourds à l'intérieur des instances du texte, et donc tu oublies l'illusion romanesque, le machin. D'accord, bien. Il n'en reste pas moins que là, il y a quand même une espèce de paradoxe, parce que tu condamnes à, tu as dit toi-même, c'est illisible. Voilà, c'est-à-dire que par l'illisibilité, tu condamnes finalement à l'invisibilisation de la culture en question. C'est-à-dire que toi-même, alors je pense que c'est ce que Françoise voulait dire par l'espèce d'idée de entre-soi. C'est-à-dire que là, je trouve que c'est le truc qui se retourne contre toi. Tu as une volonté d'hypervisibilisation parce que c'est un texte avec une langue exogène, écrite en italique. Alors, je ne sais plus si c'était le cas chez toi, mais souvent écrite en italique. C'est-à-dire que de sorte que tu désignes encore plus l'illisibilité et l'invisibilisation à laquelle ça donne lieu. Bon. Et du coup, non seulement tu désignes ça, mais en plus, tu pointes du doigt que ce texte-là n'a pas un statut de littérature, que ça a un statut, puisque ce n'est pas lisible, voilà. Mais qu'au contraire, ça a un statut de matériel ethnographique, ethnologique, je sais pas quoi, tu vois. C'est-à-dire ça devient un témoignage culturel, folklorico, truc, et pas de la littérature. Donc je trouve que c'est doublement paradoxal. Allez, vas-y. Règle-moi mon compte. Ok. Alors, au niveau de qui édite, on va commencer par le début. Au niveau de qui édite, ce sont majoritairement des maisons d'édition liées aux littératures du Sud, très souvent. L'Homme éditionné, c'est quand même une maison d'édition très importante, mais elles sont peu à être traduites, elles sont 3 à être traduites par L'Homme éditionné. Souvent, elles sont éditées publiées par des maisons d'édition liées à des universités ou alors aux municipalités, quand les municipalités, c'est à Santiago, suite à un concours, etc. Donc, il y a financiation de la part du propre gouvernement, très souvent. Où il y a auto-publication, mais ça reste un épiphénomène. Au niveau de la réception, c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a très peu d'auteurs mapuche qui sont connus par les Chiliens, peut-être 2, 3, il y en a 45, donc on voit déjà la différence. Quand je disais que c'était... Alors, c'est ce que tu redisais un peu plus loin. Quand tu parlais du collège linguistique comme un gadget, c'était pas un socle d'une 50aine de mots, je pense que oui. J'avais étudié les mots Mapudungun qui apparaissaient dans la totalité de mon corpus, qui était de 1500 poèmes. Et effectivement, on retrouvait une 50aine de mots qui apparaissaient. Et c'était toujours les mêmes. Kimun, Feyentun, Mapu. Et donc, du coup, ça fait que on les retrouve souvent Piuke, le cœur. On va avoir Wenu. On va avoir en fait on a effectivement un petit bagage mapuche quand on commence à devenir spécialiste. On se dit, ah bah c'est bon, je connais 2-3 mots, je peux comprendre la poésie mapuche. Effectivement, c'est le cas. Et je peux l'écrire, pas tellement la comprendre, je peux l'écrire. Je peux l'écrire. Oui, je peux l'écrire. Ou ça dépend après si on l'entend aussi parce qu'elle est récitée, mais oui, effectivement, je peux l'écrire. Ce collage de linguistique, ça sert effectivement à prouver sa légitimité auprès du public. L'illisibilité dont tu parlais, qui en fait retirait le statut littérature à sa poésie, je trouve ça très intéressant, mais je me demande si la littérature ne peut pas être illisible. Je me pose la question. Je pense aux avant-gardes, je pense Ridan Tafaro, je me sens que ça s'appelait ces néologismes. Je me demande si l'illisibilité serait pas aussi... Pour moi, elle n'est pas fondamentalement contraire, mais si elle est lisible pour qui? Parce qu'en fait, elle n'est pas illisible pour quelqu'un qui parlerait espagnol et Mapudungun. Donc ça fait qu'elle serait illisible uniquement pour des personnes hispanophones, et cette illisibilité serait comme un espèce de pied de nez à la culture chilienne qui aurait étouffé les cultures mapuche. Donc en fait, encore une fois, j'ai pas de réponse prédéfinie, tu ouvres plein de petites portes par lesquelles il faut que je m'engouffre.
Mais je me pose la question de si l'illisibilité retire le statut de la littérature, en fait. Je pense que la Ça littérature... dépend de la nature de l'illisibilité, en fait. Parce que le texte qui résiste, c'est le principe ça favorise l'appropriation, la quête du sens et tout ça. Mais là, c'est une illisibilité linguistique. Je veux dire, c'est comme quand je prends 100 ans de solitude en russe. Il y a un caractère, tu vois, d'insaisissabilité. Enfin, tu comprends ce que je veux dire, c'est pas quand même la même chose. L'œuvre qui est illisible parce qu'il y a des complexités dans la représentation, dans les modalités, je sais pas, du point de vue, etc. Là, c'est pas tout à fait la même chose quand même. Mais l'illisibilité n'est pas définitive. C'est-à-dire qu'on peut très bien passer outre la barrière de l'illisibilité en ouvrant un dictionnaire Mapudungun Mapuche ou en allant sur Internet. C'est assez simple, Donc, en tout cas. voilà, Comment? donc ça rend la littérature tributaire c'est ce qu'on appelle avec Julie la littérature augmentée, quoi. C'est-à-dire que la littérature a besoin d'externaliser la lecture pour être lue, quoi, en substance. Ce qui est Oui, ce serait comme une littérature qui ferait des références transtextuelles très très nombreuses ou à des concepts particuliers. Il faudrait sortir de la littérature pour... Enfin, Mais alors, regarde, la contradiction, c'est que la note interrompt ta lecture. En oui, revanche, aller ouvrir un dictionnaire, nanana, ça n'interrompt pas ta lecture. c'est vrai. Mm. Oui, c'est vrai. Bon. Je sais plus tout. Pour reprendre ce que tu disais du gadget en tant que collage ethnolinguistique, ça me fait penser à ce que disait un des auteurs qui disait que écrire en Mapudungun, c'était une façon de saluer le drapeau. Ça servait à rien en soi. Ça avait plus de poids politique que de poids foncièrement linguistique. Donc le collage ethnolinguistique, ça répond à ça aussi. Ouais, alors après, savoir justement dans quelle manière il y a littérature dans ce collage ethno-linguistique qui est hommage au drapeau. Tu vois, aussi, tu n'as pas là des ruptures entre littérature et politique, ou je ne sais pas, revendication. Tu vois, je pense que là, vraiment, la continuité entre les zones dans une langue et dans l'autre, il faut que tu la détailles pour arriver à savoir, ça rompt, ça illustre, ça souligne le propos. Est-ce que la phrase d'après, le vers d'après en espagnol, explicite ce que de toute façon, tu n'as pas compris, donc finalement, tu n'as pas besoin de comprendre le Mapudungun, puisque le truc d'après, il t'explique ce que tu n'as pas compris. Donc, du coup, tu auras une continuité qui s'exercerait en dépit de cette espèce de petite parenthèse qui relève de l'accessoire dans la langue que tu n'as pas compris. Bon. Mais je peux te répondre à moitié en te disant que oui, ça arrive souvent qu'il y ait des phrases en Mapudungun, puis qu'il y ait ensuite la traduction finalement, sans qu'on se rende compte que c'est la traduction. Oui. Moi qui connais un peu le Mapudungun, je me dis, ah tiens, en fait, c'est la même chose. Alors, c'est-à-dire que si le sens du poème n'est pas tributaire de ces passages, l'appréhension du sens des poèmes n'est pas tributaire de la compréhension de ces passages en Mapudungun, ben, il faut s'interroger quand même sur le statut de ces zones du texte. Hein. Le statut en tant que littérature, en tant que discours, et aussi en tant que discours. Parce qu'en fait, si ça ne contribue pas à fabriquer le sens, bah, ce n'est pas très important d'un point de vue de la construction du discours. Sylvie, tu voulais ajouter quelque chose ? Oui, par rapport à ce que tu viens de dire sur l'illisible, je pensais à l'exemple que tu as donné où tu avais des lignes de voyelles qui se suivaient. Voilà. Et je me demande, est-ce qu'on pourrait, alors autre approche, est-ce qu'on pourrait, comme c'est de la poésie, voir ça comme une partition de musique avec, disons, des registres différents qui contribueraient justement à une sorte de couleur du texte et qui n'ont pas besoin de passer par la raison. Alors du coup, l'espagnol te donnerait la raison et puis le petit indien te ferait pou 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 pou. Voilà, j'en sais rien. Hein. Je ne sais pas, mais disons que avoir dans l'oreille des sons différents, une scansion qui soit différente et qui constituerait peut-être un sens, enfin qui aiderait à un sens. Je dis comme un registre musical, avec des thèmes qui se répéteraient d'un texte à l'autre. C'est une hypothèse, hein, j'en sais rien.
J'avais étudié, je ne l'ai plus en tête, c'est ce que j'avais écrit, mais j'avais étudié justement cette oralité au sens de musique du Mapudungun et je l'avais étudié par rapport à l'espagnol pour voir si justement il y avait un lien entre chant mapuche et écriture mapuche et écriture espagnole, s'il y avait des schémas qui se répétaient. Je ne sais plus je n'ai plus les résultats de mes analyses en tête. Mais il faudrait que je relise ça et que j'approfondisse. Mais il y a vraiment des études, comme tu dis, sur la musicalité dans les poèmes mapuche ou écrits en mapudungun. Il va y avoir des répétitions qui vont se faire, par exemple, les répétitions qui sont beaucoup dans les chants mapuche vont se retrouver énormément également dans les textes mapuche, dans les textes poétiques mapuche. Et donc, on voit ce lien entre oralité et écriture. Mais oui, c'est tout à fait intéressant. Faudrait que je me replonge dedans. C'était pour rebondir aussi à ce qu'a dit Françoise auparavant, justement, sur les Amérindiens d'Amérique du Nord. Justement, dans leur... ça me faisait penser aux mélopées, si tu veux, qui pourraient correspondre, justement, par rapport à tes lignes, justement, de voyelles. Enfin, ce sont des idées, hein. Je ne sais pas du tout si c'est juste ou pas. Hein. Il faudrait que je vérifie tout ça, mais c'est très intéressant. Je vérifierai de ce côté-là et j'analyserai la musicalité des vers, du coup. Merci beaucoup, Sylvie. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question à poser, un commentaire à faire, ou nous pouvons clore la session d'aujourd'hui? Très bien. Eh bien, écoutez, on se retrouve, sauf erreur de ma part, fin avril. Si je me souviens bien, c'est moi qui parle. Je vais vous parler de Cortázar et je vais faire mon mea culpa au regard de la recherche. Comment est-ce que le chercheur peut se tromper et il s'en rend compte rétrospectivement et que comment ça remet tout en question de ces belles petites interprétations qui tenaient debout et qui soudain ne tiennent plus debout. Voilà, donc ça, ce sera fin avril. Et puis, d'ici là, portez-vous bien. Et puis, à bientôt pour celles que je croise de temps en temps dans les couloirs et pas en pyjama, puisque nous, on n'est pas là. Bonne journée. Au revoir tout le monde. Bonne journée. Bonne journée. Au revoir.